J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Bonjour Marine. Oui, et merci beaucoup pour ton invitation. Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Génial. Avant que l'on entame du coup le sujet du podcast qui va tourner autour du podcast, de la stratégie, de comment est-ce que tu intègres ce contenu dans ton quotidien et dans ton business également, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Oui, alors, j'ai toujours été salariée jusqu'à il y a un an. Mon dernier poste, c'était directrice marketing et communication dans le secteur de la formation professionnelle et de l'éducation. Euh, Précédemment, donc ça, j'ai été à ce poste pendant 6 ans dans une petite structure hein, qui ensuite a été rachetée 2 fois pour finir dans une très grosse structure. Précédemment, je travaillais dans une agence web pendant 11 ans. Ça a été le gros de mon activité professionnelle, de ma carrière professionnelle. Et donc, j'ai 42 ans, je vis à Grenoble, j'ai 2 filles, 2 ados et je suis mariée. Trop bien. Voilà, dans les grandes lignes. Ah oui, alors j'ai pas dit ce que je faisais maintenant. J'ai parlé que du passé. Aujourd'hui, je suis toujours directrice marketing et communication, mais à mon compte et à temps partagé. Donc, je travaille pour plusieurs marques créatives parce que mon domaine de cœur, celui dans lequel j'ai le plaisir de l'exercice maintenant, c'est le do-it-yourself, donc l'artisanat créatif. Exactement. Et du coup, quand tu parles de plusieurs projets, ce sont des projets à toi, ce sont des projets clients que du coup tu accompagnes en tant que prestataire de services externe. Comment ça se passe? Oui, et c'est exactement ça. Alors, il y a 5 ans, j'ai créé le podcast Fait main, donc qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Et finalement, ce qui a été au départ un vrai projet passion, parce que j'avais découvert ce format vraiment quelques mois avant, et j'adore ce format du temps long. Moi, j'écoute que des épisodes un peu longs, etc. Les trucs qui durent 5 minutes, 20 minutes, ça me plaît pas trop. Et j'adorais ce format et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse pour aller découvrir les coulisses des créatrices et des créateurs que j'adore suivre sur Instagram. Et j'en connaissais aucun. Mhm. Donc, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, donc juste un message Instagram, et je les ai démarchés, entre guillemets, les unes après les autres, parce que ça a été beaucoup, beaucoup de femmes, parce que le milieu du DIY est très féminin. Et puis voilà, 5 ans après, j'ai publié le 125e épisode samedi, mais ça fait 180 audios même au total, avec des petits trucs par-ci par-là. Et en fait, le podcast a été le début d'une nouvelle vie professionnelle. Mhm. Euh, Pas forcément une reconversion, parce que finalement, aujourd'hui, mon métier, c'est toujours du marketing et de la com, du développement commercial, de la stratégie, etc. Mais finalement, dans un nouveau cadre. Et le podcast a vraiment été révélateur et c'est ce qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait depuis. Donc aujourd'hui, mon activité, un an après être à mon compte, c'est effectivement de la prestation de services en marketing, en communication, en développement commercial, en stratégie, pour des marques créatives. Donc aujourd'hui, j'ai 4 5 clientes à peu près. Mon objectif, c'est pas du tout d'être une agence, donc j'ai pas du tout envie de travailler pour 25 personnes, 25 marques. Et sans doute que une dizaine, ça suffira. Et donc j'ai le podcast à côté. Enfin, le podcast à côté qui est en fait le début de tout et en fait tout vient du podcast depuis le début et c'est encore le cas aujourd'hui. Génial. Donc j'ai écrit un premier livre sur l'entrepreneuriat créatif qui est vraiment le sujet fil rouge du podcast. Et j'ai écrit un deuxième livre qui est sorti en février 2024 sur la création de podcasts. Est-ce que tu peux, donc tu tombes sur ce format-là il y a 5 ans et du coup, de ce que j'ai compris au vu de la chronologie que tu me transmets, tu as été salarié et en Mm, même temps, tu as eu ton podcast. Euh, exactement. Quelle a été la gestion, toi, de ton côté? Parce qu'il faut savoir que le podcast de Mélanie a plus de 100 000 écoutes, donc c'est quand même un bon gros podcast. Euh, Comment tu as fait pour cumuler les deux? Est-ce que tu Ouais. t'es dit que c'était ton moment à toi? Est-ce qu'il y a eu vraiment une logistique, une organisation? Surtout qu'au début, on n'a aucune connaissance technique, malgré que toi, tu faisais déjà Tout à partie fait. du milieu marketing.
Est-ce que tu es vraiment partie de 0-0? Comment ça s'est passé? Mm. Alors aujourd'hui, c'est 500 000 écoutes quasiment. Voilà. Donc voilà, mais alors, en 5 ans, hein, tout épisode confondu. Euh, alors, c'est beaucoup de travail parce que, de manière générale, la création de contenu, c'est beaucoup de travail. On s'en rend pas compte hein, du tout quand on est de l'autre côté de l'écran. Et quand on est simple spectateur, entre guillemets, ou consommateur de ces contenus-là, même un simple compte Instagram, et je mets simple avec des gros guillemets, c'est beaucoup de travail et franchement, on s'en rend pas du tout compte. Mm. Donc, un podcast, c'est moins de production qu'une vidéo. Parce que dans la vidéo, il faut gérer aussi évidemment le setup de vidéo plus le montage de la vidéo, alors que nous, on n'a que le son, mais c'est déjà beaucoup. Et après, dans le podcast, on a la production des épisodes, mais après, il y a toute la communication et derrière la monétisation. Mhm. Donc en fait, la partie production des épisodes, c'est la partie émergée de l'iceberg quelque part. D'accord. Donc c'est beaucoup de travail et oui, ça demande de l'organisation. Moi, donc pendant 4 ans, j'ai fait les deux en parallèle. Ok. Euh, mais il y a un moment donné où assez vite, je me suis rendu compte que le podcast était vraiment ma bulle d'air, mon oxygène. Parce que j'avais un poste à responsabilité, avec, comme dans toutes les boîtes, pas mal d'enjeux, de défis, de difficultés, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était vraiment salvateur, quoi. Ça me sortait des soucis du boulot. Que le matin dans la douche, au lieu de penser à comment on allait régler ce problème, etc., ben j'avais autre chose à penser qui était mon podcast. Et voilà, c'est pour ça que vraiment, ça me faisait Ouais. mon oxygène, quoi, mon rendez-vous à moi. Et après, en termes d'organisation personnelle, alors mes filles, elles sont grandes. Aujourd'hui, elles ont 12 et 15 ans. Donc, il y a 5 ans, voilà, vous faites le calcul. Donc, elles n'étaient pas en bas âge. Donc, déjà, voilà. C'était déjà beaucoup plus simple à gérer. Et mon mari est très cinéphile. Et mes filles aiment beaucoup aussi regarder des films avec lui, etc. Et donc, le samedi soir, alors moi je suis beaucoup moins cinéphile. Et le samedi soir, souvent, c'était un peu c'est le rendez-vous. Donc, moi, généralement, c'est pas des films qui m'intéressaient. Je suis bon public, mais sur pas du tout ce qu'ils aiment, etc. Donc, voilà. Donc, finalement, c'était mon moment à moi où j'allais m'isoler dans ma chambre et faire mon montage. Et voilà. Et c'était donc beaucoup de temps aussi le matin, le week-end, C'est le bien. soir sur certaines soirées, etc. Trop bien. Et au début, on compte pas, en fait, parce Mm. que c'est la passion qui l'emporte. Complètement. Et puis, à un moment donné, on se dit, bon, quand même, ça fait beaucoup. Effectivement, je peux n'être que d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'au début, quand on se lance en création de contenu, on a ce truc de trop aimer ce On qu'on a le fait. feu, quoi. Ouais, exactement, ce fameux feu que tu ressens en toi, que tu as envie de transmettre, que tu as envie de créer et tout. Et puis au final, quand tu te rends compte de toutes les coulisses et que c'est pas juste de poster et qu'il y a beaucoup de travail derrière, et j'inclus également le podcast parce que c'est beaucoup de travail derrière. Chapeau en tout cas d'avoir fait les deux en autant de temps. Euh, Quand on parle du Ouais. coup de podcast, c'est vrai que généralement, on parle souvent de l'aspect stratégique de ce format. Et c'est vrai que je trouve ça hyper pertinent que tu te sois dit, ben, j'ai envie de travailler dans la niche du DIY. Je vais du coup interviewer des gens qui font partie de cette niche-là. Comme ça, je vais les rencontrer. Euh, Dis-moi. T'as raison, mais au départ, c'était pas spécialement calculé. Ok. Alors, oui et non. Quelque part, un petit peu, peut-être. Parce que j'avais un blog, comme plein de gens dans le DIY, et ça ça s'appelle encore, c'est toujours en ligne, Motif Addict. Donc vraiment centré sur les motifs, la passion voilà, des motifs, que ce soit dans le tissu, dans le papier, etc. Et, euh, et puis, je m'étais dit, bah tiens, effectivement, pour rencontrer un peu des gens et avoir le sentiment de faire partie du game quelque part, je me suis dit, oui, ça pourrait être intéressant d'avoir des interviews, etc. Mais finalement, le côté, j'envoie des questions à quelqu'un et puis il les répond par écrit, aucun intérêt. Je voyais vraiment pas, enfin moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est l'échange, c'est la rencontre. Mm. Donc, dans ce système-là, alors
Les vrais journalistes, évidemment, font pas comme ça, hein, mais souvent, c'était un peu ce format-là. Donc, ça m'intéressait pas trop. En tout cas, je me souviens l'avoir verbalisé très clairement, qui était de dire, je vais faire un podcast. Alors, Mhm. j'ai pas répondu tout à l'heure sur l'aspect technique, mais j'en reparlerai. Je vais faire un podcast et je vais le faire sponsoriser par Cultura. Ça, Ok. c'est très clair dans mon esprit parce que le Cultura, c'est une marque, c'est une enseigne que j'adore. Voilà, enfin, voilà, c'est une enseigne que j'aime beaucoup. Et donc, je m'étais dit, mais c'est le truc parfait, le partenaire parfait d'un podcast sur les arts créatifs. Et il se trouve que quelques années auparavant, j'avais essayé de bosser pour Cultura à Bordeaux. Ça ne s'était pas fait. J'avais postulé et tout sur un poste en e-commerce. Mais ça s'était pas fait, mais une super expérience de recrutement et voilà, pas fâchée du tout. Et voilà, j'avais cette envie de travailler pour Cultura. Donc oui, euh, au final, c'était une manière de rentrer dans ce monde-là dans lequel j'étais assez spectatrice au final jusqu'à présent. Tu vois, j'allais au CSF. Le CSF, c'est le salon création et savoir-faire. C'est vraiment le rendez-vous euh, par excellence dans le milieu. Et donc j'y allais en tant que spectatrice et j'avais les yeux, tu vois, écarquillés et tout. J'adore cet univers. Et, euh, et oui, au final, c'était un moyen d'y rentrer. Mais tu vois, je l'ai pas analysé comme ça. Par contre, très clairement, dès le départ, je me suis dit, je vais le faire sponsoriser par Cultura. Et c'était mon moyen tu vois, de me rapprocher de Cultura quelque part. Et tu avais déjà cet objectif en tête de te dire, je veux absolument qu'ils me voient et qu'ils aient envie de travailler avec moi et qu'ils se disent, ben, on va être le sponsor de son podcast parce Oui, qu'on sait que... Donc déjà, mine de rien, dans ta tête, tu avais déjà cette ouais, idée ouais, ouais. que je sais où l'emmener. Contrairement à beaucoup de gens, généralement, quand on lance un podcast, on se dit juste, ben, voilà, je vais changer de format, je vais me challenger, j'ai pas envie de me lancer sur YouTube, donc je me lance un peu dans un podcast. Et là, de te dire directement, avoir la ligne d'arrivée, je pense que ça t'a aussi donné, tu vois, toutes les clés, surtout que tu venais du marketing. Clairement. Voilà, alors clairement, effectivement, tu as raison, le fait que ce soit mon métier, le marketing, donc j'avais cette idée en tête là. Euh, après, donc je savais que tu vois, ça allait demander beaucoup de travail et c'est pour ça que j'ai aussi enchaîné les épisodes au départ et que tu vois, cette flamme, cette envie au départ, elle était vraiment liée à ça, en me disant il faut que je produise le plus d'épisodes possible et j'ai commencé en septembre 2019 et en janvier, j'ai fait mes premiers messages à Cultura pour voir ce qu'il était possible de faire. Donc ça paraît assez calculé comme ça et sans doute que ça l'était. Mais c'était vraiment, oui, finalement, un moyen de me rapprocher de ce milieu-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, clairement, quelqu'un qui voudrait travailler dans un secteur d'activité, mais qui aujourd'hui, par la force des choses, n'y est pas, c'est un super moyen pour y arriver. Et ne serait-ce qu'un blog au départ, enfin, toutes les créatrices de contenu aujourd'hui DIY et créatrices qui vendent leur création, la très grande majorité ont commencé par un blog, hein. Donc, Complètement. on est toujours dans cet univers de la création de contenu. Et finalement, quand on n'a pas d'expérience dans un domaine d'activité qui nous intéresse, le meilleur moyen, c'est ça, c'est un super prétexte en réalité. Du coup, je veux juste revenir en arrière parce que du coup, tu as annoncé un chiffre qui peut être surprenant pour beaucoup et impressionnant pour d'autres de se dire 500 000 écoutes en 5 ans. Comment ça se fait, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic où tu as vu ton podcast décoller? Parce qu'on on le sait toutes les deux, c'est généralement pas aux premiers épisodes que le déclic se fait. Généralement, il faut être très régulière et il faut être présente et il faut persévérer. Toi, à quel moment tu as senti que ton podcast prenait un autre tournant? Alors, c'est difficile de répondre à la question parce que dès le départ, j'ai eu le sentiment que ça, tu vois, que les gens ont accroché. Voilà. Et après, ça a été très linéaire. Encore une fois, c'était il y a 5 ans, donc il y avait quand même moins de concurrence. Mais ce qui veut dire moins de concurrence au départ aussi, c'est que bah, pour arriver à savoir techniquement comment j'allais faire, c'était pas la même histoire qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de bouquins, il n'y avait pas de formation, il y avait très peu justement d'articles, de blogs pour expliquer comment faire. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même histoire. Il y a un nombre de ressources incalculable. Et ne serait-ce que techniquement, vraiment, il y a zéro barrière à l'entrée.
Tu vois, j'ai un casque sans fil avec un micro, un ordinateur, une plateforme d'enregistrement et bim, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est ultra simple. Et après, l'audience, moi, elle s'est construite vraiment dans le temps. Et j'ai vraiment eu le sentiment que c'est un auditeur par un auditeur. Tu vois, d'aller les chercher les uns après les autres. Mhm. Donc, à la fois, ça paraît beaucoup, 500 000 écoutes. Et quand tu regardes par rapport au podcast qui cartonne et qu'on connaît tous, enfin, bon, tout dépend dans quelle sphère après, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai pas mes références à moi, mais en tout cas, les podcasts que j'écoute et que j'admire, tu vois, pour ce qu'ils sont devenus, Bliss Stories, par exemple, je ne sais combien de millions d'écoutes, tu vois, tous les mois et tout ça. Génération Do It Yourself aussi. Moi, j'aime beaucoup La Leçon, In Power. Mhm. Ça, c'est des podcasts qui sont vraiment écoutés par des centaines de milliers de personnes tous les mois. Moi, on en est très loin. Tu vois, le pic de l'audience, c'est 15 000 auditrices et auditeurs. Donc, tu vois, on reste assez loin de ces chiffres-là. Donc, moi, je suis euh, assez, assez humble par rapport à ces chiffres. C'est beaucoup et en même temps pas beaucoup. Tu vois, à l'échelle de 170 ou 180 audios, Ah c'est oui, pas oui. énorme. Non, mais j'aime ton humilité, mais c'est un chiffre qui est très très bon. Malgré que ce soit en 5 ans, pour moi, une personne qui tient un podcast durant 5 ans, c'est qu'elle le fait réellement par passion, puisque on le voit, il y a eu des Ça. podcasts qui ont émergé comme des petits champignons. Ils ont 3 4 5 épisodes et après, Mm. les personnes arrêtent parce qu'elles se rendent compte à quel point ça peut parfois être difficile. Et l'une des difficultés notamment, c'est de se dire, ou du moins ça peut être une idée reçue, c'est de se dire que le podcast est un format froid où on parle tout seul, on est tout seul face à notre micro. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens justement qui disent que le podcast est un format froid? Alors, pour moi, c'est surtout un format d'échange. Mm. Moi, je n'écoute que des podcasts de rencontres, tu vois, d'interviews, de conversations, et plus de conversations que d'interviews. Tu vois, les podcasts où tu sens que c'est une journaliste ou un journaliste, c'est pas un format qui me convient. Moi, Mm. j'ai besoin d'entendre des fois des anecdotes de l'autre, de sentir qu'il y a tu vois, un échange, une réaction aux réponses, et pas que ce soit simplement l'animateur du podcast qui va égrener ses questions au fur et à mesure, comme ça m'intéresse pas du tout. Donc pour moi, c'est une question de rencontre. Mm. J'ai fait un certain nombre d'épisodes solo aussi, tu vois, les bilans, les choses comme ça, j'ai fait une série aussi sur le marketing, des hors-séries sur le marketing, un des premiers étés, je ne sais plus si c'était 2021 ou 2020. Et, euh, et en fait, bah, même les épisodes solo, tu vois, là, le dernier que j'ai fait, je fais en coulisses maintenant, ça a duré 1 heure. Et en fait, j'ai pas l'impression de parler pendant 1 heure. Visiblement, les auditrices n'ont pas l'impression que je radote trop ou que tu vois ou que c'est ennuyeux de m'entendre pendant 1 heure. Elles écoutent aussi. Alors, ils sont moins écoutés ces épisodes que les conversations parce que je pense que c'est quand même plus les fans qui écoutent que Mm. l'auditeur lambda entre guillemets. Ouais. Mais non, non, pour moi, c'est absolument pas froid. Enfin, vraiment, pour moi, c'est la magie de ça. La magie du podcast, c'est ces rencontres que ça permet de faire. Parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai prétexte, quoi. Sinon, jamais, tu vois, enfin, jamais j'aurais rencontré toutes ces personnes. Et encore une fois, le podcast, finalement, m'a permis tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai mis en place, c'est grâce au podcast. Donc, on me disait aussi que le podcast était très chronophage et il faut tenir dans le temps, etc. Euh, Aujourd'hui, le modèle économique du podcast, il est très compliqué. Mm. Mm. Euh, et c'est un consensus, c'est pas simplement moi qui n'y arrive pas. C'est quand j'ai écrit l'été dernier le livre Comment créer votre podcast, j'ai fait plein d'interviews de créateurs, de producteurs. Le rédacteur en chef de Podcast Magazine aussi, donc qui connaît sur le bout des doigts le monde du podcast, le monde de la radio et tout ça. Et en fait, tous ces gens-là m'ont dit, d'une part, bah, si tu te contentes de produire ton podcast mais que tu n'organises pas la com, Mm. ça va être chaud. Ouais, c'est- Et puis la monétisation, il y a même un de ces experts qui m'a dit, bah, la monétisation, pour moi, il faut la prévoir dès le départ. Mm. Même si au final, c'est pas du tout ta priorité, il faut quand même se dire quel type d'annonceur je pourrais avoir ou quel type
comment je vais pouvoir arriver à gagner de l'argent avec le podcast? Mhm. Parce qu'on y passe tellement de temps Mm. que voilà. Tu sais que Moi aujourd'hui, pour la ouais, petite, vas-y. pour la petite anecdote, moi j'en suis aujourd'hui à une 150, ouais, 150 à peu près, plus de 150 épisodes. Et je n'ai su que très récemment, alors c'est aussi un manquement de ma part, mais je n'ai su que très récemment qu'il était possible de monétiser un podcast. Et Ouais. quand j'ai fouillé, parce que moi, du coup, le podcast est vraiment né, tu vois, pour cet échange humain. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand on me dit, ah, c'est tellement froid, c'est tellement. J'ai envie de dire, bah non, parce que moi, c'est là où je rencontre tout le monde et on échange et on crée un lien avec les gens comme ça Mm. aussi. Et quand on me dit, oui, mais l'aspect technique, il faut savoir que hier, j'étais dans ma voiture, j'étais en avance pour un rendez-vous, j'ai pris le dictaphone de mon iPhone, j'ai parlé toute seule. Oui, les gens me regardaient bizarrement dans la rue, mais c'est pas grave. Je parlais toute seule et je me suis dit, au pire des cas, même si le son n'est pas bon, bon, on verra. J'ai passé la piste audio hier soir en rentrant chez moi et on n'y voit que du feu. Donc, Ouais. tout ce qui est l'aspect technique, tout ce qui est Mm. l'aspect humain, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie du podcast aujourd'hui et c'est pour ça que je chéris également tellement ce format. Mais c'est vrai que d'un autre côté, tu vois, je ne savais pas qu'on pouvait le monétiser. Pour moi, c'était un mythe que de se dire, ben, en fait, je vais avoir un sponsor, la personne, elle va me faire confiance, on va créer du contenu ensemble. Quand on vient de la prestation de service, c'est vrai que pour moi, je ne me considérerais pas comme influenceuse. Et de me dire, une marque va me payer. Et en fait, j'ai dû changer ma manière de penser pour me dire, OK, au final, c'est possible. C'est juste, du coup, en fait, travailler un peu comme dans avoir un budget, je dirais, marketing que les gens vont mettre dans la But First Academy. C'est pas dans Marine, c'est moi qui crée le contenu, mais c'est dans la But First Academy. Est-ce que tu as eu ce ressentiment-là? Est-ce que à un moment, tu t'es dit, j'ai pas forcément envie d'être mise en avant de cette manière-là? Ou est-ce qu'au contraire, tu as été très à l'aise avec cette idée de, bah, ça me demande tellement de temps, en fait, c'est tellement d'investissement que j'ai envie de gagner de l'argent à travers ce format? C'est un très vaste sujet là. Alors, juste la petite anecdote, moi aussi, un jour, j'ai enregistré dans ma voiture, mais c'était un vrai épisode avec des invités. C'était la loose totale. C'était au mois d'août dernier. Pour un podcast. Oui, parce que je n'ai pas dit, mais j'ai aussi travaillé pour Cultura au final, pour créer un podcast pour Cultura. Donc, Cultura n'a jamais sponsorisé fait main mon podcast, mais a sponsorisé, enfin, a créé en fait un podcast avec moi. Ouais. Donc, ce qui était 15 fois mieux. Et l'été dernier, j'étais au camping. Bref, on était en vacances, tu vois, fin août. Et au final, connexion hyper mauvaise là où j'étais, dans le mobil-home. Et donc, j'ai enregistré dans ma voiture. Il faisait 40 degrés dans la voiture. C'était du grand n'importe quoi. Mais comme toi, au final, le son, ça allait. Ouais, comme quoi, Donc, tout est possible, hein. Comme quoi, il ne faut pas attendre à avoir ouais, un studio un d'enregistrement studio. avec Carrément. des trucs qui vont permettre au son. Non, Ouais, à partir du moment où on veut, quelles que soient les compétences que l'on a, quel que soit le mm, niveau que l'on a en création de contenu, je pense que on peut se donner les moyens d'y arriver avec du coup les outils qu'on a à notre disposition et ne pas chercher des excuses de ah oui, mais je vais ouais, attendre d'avoir ci, ah mais je vais attendre c'est d'avoir ça. clair. Parce que le moment Ouais, parfait n'existera jamais quand vous allez créer du contenu. ouais, Euh, ouais, c'est clair. Tu parlais du coup de marketing. Avant qu'on parle du coup de ton livre et de comment est-ce que tu as mûri cette idée, etc. euh, du coup, on sait toutes les deux qu'un podcast, il ne suffit pas juste de le publier, il faut également en faire la promotion et de faire en sorte que les gens le connaissent et le voient. Euh, Quelle a été, toi, la stratégie qui, jusqu'à aujourd'hui, donc en 5 ans d'expérience, en fonction, bien entendu, de ton vécu et de ce que toi, tu as pu ressentir de ton côté avec ta niche, etc. Quel est le format qui t'a permis de gagner davantage en visibilité? Est-ce que tu ressens qu'il y a eu une plateforme ou une action ou un type de communication qui a fait que tu arrives aujourd'hui à communiquer facilement autour de ton podcast? Oui, alors j'ai pas répondu sur la partie monétisation. Donc pour répondre à la partie monétisation, moi j'ai découvert les podcasts parce qu'il y a une agence, enfin, un studio qui commençait à vouloir faire du podcast, à produire des podcasts avec des experts hein, sur des thématiques particulières. Et en fait c'est comme ça, dans le cadre de mon travail, que j'ai connu les podcasts, donc en début 2019. Et donc, tu vois, j'avais déjà ce côté, ah bah tiens, je... Enfin, tu vois, il y a un lien entre un producteur et un expert qui va prendre la parole et on va faire.
ce contenu coproduit d'une certaine manière. Enfin, c'est exactement ça, la coproduction. Et donc, d'ailleurs, on l'avait fait. Bon, ça a donné ce que ça a donné, mais en tout cas, voilà, on avait démarré ce projet-là ensemble. Euh, et tu vois, moi, comme je viens du marketing et de la com, bah, ce côté annonceur, Mhm. marque qui sponsorise quelque chose, contenu, tu vois, pour moi, c'était assez clair dans mon esprit. Et puis, il faut dire aussi que mon contenu, pour moi, Cultura, c'était vraiment l'annonceur parfait. Parce que moi, les créatrices et les créateurs que je reçois dans le podcast sont des créateurs qui vont travailler le tissu, tu vois, la broderie, la couture, le tricot, Mhm. etc. Et donc, c'est tout ce qu'il y a chez Cultura. Donc, tu vois, le lien était vraiment évident pour moi. Au final, j'ai jamais eu Cultura comme sponsor, comme je le disais, parce que finalement, Mhm. on a fait un podcast ensemble 2 ans après, hein, donc c'est pareil, ça s'est Ouais. fait vraiment longtemps après. Entre-temps, il y a le Covid et tout ça. Euh, mais finalement, tu vois, ce cheminement de pensée, il était très clair pour moi. Mhm. Euh, et ensuite, la monétisation, finalement, bah, il y a un certain nombre de manières de gagner de l'argent avec son podcast. Moi, aujourd'hui, c'est un gros sujet parce que j'ai j'ai une certaine ambivalence entre, d'un côté, je sais pertinemment que tout ce que j'ai comme prestation, comme, enfin, tu vois, les 2 livres que j'ai écrits, toutes les actions, tout mon travail d'aujourd'hui, c'est construit sur le podcast, grâce au podcast. Ouais. Et les clients que j'ai en marketing aujourd'hui, en prestation de service, viennent grâce au podcast, clairement. Génial. Donc, je sais ce que je dois à mon podcast, à Mhm. ce travail-là. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup de difficultés aujourd'hui à me dire que je ne gagne pas d'argent directement, tu vois, d'avoir des revenus directs qui viennent du podcast. Ce ne sont que des revenus indirects. Ouais. Où je travaille d'un côté énormément pour arriver à produire ce contenu-là, et pour gagner de l'argent, je dois retravailler à Mhm. côté Oui, je vois. et tu vois, d'un côté, je travaille tout le temps pour gagner finalement quelque chose sur mon activité qui aujourd'hui, du coup, est mon activité principale en termes de revenus, alors que je passe aujourd'hui la moitié de mon temps de ma semaine sur le podcast fait main. Ouais, je vois. Donc, tout ça, ça a pris beaucoup de mois à mûrir parce que je suis à mon compte depuis 1 an, le podcast a 5 ans, mais depuis janvier de cette année, janvier 2024, je n'ai plus qu'un podcast fait main parce que le podcast Cultura s'est arrêté. Euh, des raisons diverses et variées qui ne sont pas liées au podcast. J'avais également un podcast que je produisais pour le salon Création et Savoir-faire, qui celui-ci a été mis aussi en stand-by enfin, à peu près au même moment. Et donc, à partir du mois de février, je me suis vraiment rendu compte, c'était limpide, que j'ai passé au moins 1 jour et demi, 2 jours, 2 jours et demi à travailler pour Femin, Mhm. alors que ça me rapportait, j'allais dire zéro, pas vraiment zéro, parce que J'imagine. j'ai donc un peu de sponsoring avec des marques, et puis le soutien financier de quelques auditrices. À chaque fois, c'est 20, 25 auditrices sur les 15 000, hein, qui me font des dons sur Tipeee ou sur PayPal maintenant. Donc, tout ça, ça génère, bah tiens, j'ai regardé encore Tipeee ce matin, depuis 4 ans, parce que je ne l'ai pas tout de suite mis en place, depuis 4 ans, 4 000 euros. Ah oui, quand même. Oui, c'est. Ben quand même, et en même temps, Mais en même temps, oui, par en rapport même à la temps, c'est quantité du rien. travail en 4 ans, c'est vrai que du coup, quand tu vois l'intégralité de la somme, tu te dis c'est une somme intéressante. Quand tu vois la Voilà, durabilité et la temporalité qu'il a fallu, oui. ça peut paraître un peu moins avantageux quand tu sais le temps que tu passes au niveau du podcast. Voilà, c'est Mm. clairement ça. Et là, j'ai fait le calcul sur le premier trimestre en facturation brute, hein, hors charge, etc. J'étais entre 400 et 500 euros donc de facturation, que ce soit les sponsors ou les, les dons. Ok. Et en sachant que du coup, ça représente un mi-temps, Mm. ben, c'est pas possible. En payant 22% d'URSSAF dessus, plus d'autres charges, l'hébergement du podcast, etc. Ça n'a juste aucun sens économiquement. Ouais.
Euh, et donc, en fait, tu vois, c'est vraiment le cœur de mes nœuds au cerveau aujourd'hui. C'est vraiment ça. C'est de me dire depuis septembre, donc je suis à mon compte depuis le 1er juillet. Et en septembre, j'ai décidé de faire un épisode par semaine. Ce que je Mhm. n'ai jamais réussi à faire, enfin, sauf au tout début du podcast quand j'étais on fire là. Mais ensuite, je faisais, tu vois, 2 épisodes au mieux par mois. Et donc, j'avais passé mon été à écrire sur le sujet du podcast et donc je savais à quel point le rendez-vous était important, d'instaurer ce rendez-vous. Ouais. Et donc, j'ai décidé de faire un épisode par semaine, un épisode inédit, une nouvelle conversation d'1 heure, etc. Donc, tu le sais, ça demande du temps, Oui. beaucoup de temps pour... Alors, la préparation, moi, je ne les prépare pas vraiment, Ok. mais parce que ça a été du travail finalement avant pour euh, recruter, j'allais dire, mais voilà, Mm. euh, faire mes listes d'invités, inviter, échanger, caler une date, etc. Bref, Ouais. l'enregistrement, le montage et la communication, tout ça. Mhm. Donc, tout ça, ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est pas possible. Sans Mhm. sponsor, ce n'est pas possible. Et les dons aussi des auditrices et des auditeurs, ça fonctionne très, 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 très peu. Ok. Voilà. C'est la réalité aujourd'hui. On peut le Complètement. prendre dans tous les sens qu'on veut. La réalité, c'est que ça fonctionne très peu. On n'a pas cette culture du don. Et Mm. puis, on va payer pour quelque chose d'intangible et qu'on a déjà consommé, c'est quand même assez Oui, spécial. et puis tu vois, je pense que même au niveau dans les mœurs, enfin, les gens ont l'habitude à ce qu'un podcast ce soit gratuit, Mm, à ce que YouTube ce soit gratuit, à ce mm. que certains supports de communication qu'ils ont l'habitude de consommer soient complètement gratuits. Et du coup, je pense que c'est pas inné, les personnes se diraient pas d'elles-mêmes, je vais du coup donner quelque chose pour bah, la féliciter ou la remercier. Mais je pense que c'est, comme tu le dis, ça fait pas partie de nos habitudes. Euh, Non. juste Parce pour... que, dis-moi. ouais, juste, excuse-moi, on oublie en fait un truc, c'est que tous les médias qu'on consomme, les contenus donc, qu'on consomme dans les médias, Mhm. on les consomme gratuitement parce qu'en fait, ils sont financés par la publicité. Complètement. Donc YouTube, quand tu vois maintenant que tu peux pas regarder une vidéo sans être interrompu, tu vois, toutes les 2 vidéos, tu as une publicité, c'est un modèle qui nous hérisse les poils aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, la Ça réalité, permet c'est la ça. gratuité. Ouais, ça nous permet d'avoir la gratuité aussi. Donc, d'un autre côté, Mm, c'est vrai que ils sont là pour ça et c'est une très bonne analyse que tu fais. On parle depuis le début que le podcast, ça demande énormément de travail juste pour que les personnes comprennent de quoi on est en train de parler. Imaginons pour une interview, celle avec Mélanie. D'abord, il faut se pencher sur le profil. Il faut voir si une discussion est possible également. Envoyer un message si le profil vous plaît. Il faut après la préparer avec toutes les questions, savoir quel axe vous voulez prendre, savoir quel type de discussion vous souhaitez avoir. Après, il faut caler un enregistrement. Puis après l'enregistrement vient toute la partie du montage et je peux vous assurer que ça prend beaucoup de temps. Après ça, il faut se pencher sur la programmation avec la création des visuels, des textes, optimiser, d'avoir tous c'est les clair. liens, de tout mettre en place pour après le publier et enfin passer à toute la partie de la communication que vous voyez à la fin sur les réseaux Mm, sociaux. Mais avant les réseaux sociaux, il s'est passé un monde. Donc c'est c'est clair. important de le dire aussi très clairement Mm, parce que les gens ont juste l'habitude de voir un contenu qui est là, qui est prêt à être écouté dans la voiture, en cuisine, sous la douche, ce que vous voulez, et d'apprécier ce moment-là, mais d'apprécier également le travail qui est fait derrière et de se rendre compte que si c'est un format qui vous tente ou si c'est un format qui vous plaît, il y a quand même une... On ne peut pas le faire juste pour se dire je vais avoir un podcast. Il faut vraiment avoir cette fibre, je dirais, ce truc qui brûle en toi, en fait, limite qui est là. Et c'est pour ça que Mélanie, tu es là depuis tellement d'années, parce que ça se sent que tu es vraiment là pour l'échange humain. Est-ce que du coup, maintenant, tu souhaites répondre à la question par rapport à mm. aux techniques marketing, je dirais? Ouais. Donc sur la partie communication, comme je te disais, j'ai jamais été très régulière parce que vraiment je le faisais sur mon temps libre et donc au fur et à mesure en fait j'étais épuisée, je voyais bien qu'en fait je travaillais tout le temps parce que en plus donc j'ai écrit un premier livre, j'étais encore salariée. Wow. Donc ça a été un boulot de dingue. Mm. J'ai vraiment vu la différence avec le deuxième sur la création de podcast où là j'étais plus salariée. Donc j'avais commencé parce que j'ai été quand même partie de manière progressive dans mon emploi salarié et donc j'étais à 60% pendant 2 mois ou 3 mois, je me souviens plus, 2 mois, mai et juin. Non, avril, mai, juin. Et donc en fait j'avais commencé la rédaction du livre
avec les interviews. Donc, j'avais fait tous les enregistrements, etc. Et donc, après, j'ai vraiment pris l'été pour écrire, plus le reste, évidemment. Je n'ai pas fait que d'écrire pendant 2 mois. Et j'ai rendu le livre le 31 août. Donc, toute cette partie de... Enfin, tu vois, j'avais vraiment en tête que pour la communication, il fallait vraiment quand même euh, y aller beaucoup plus que je faisais. Et moi, j'avais toujours une grande frustration qui était le partage des invités Mm. de notre épisode. Ça a toujours été un truc où je me suis dit, mais pourquoi elle partage pas plus, quoi? Ça me rendait dingue. Ouais, je te vois. Mon Toi Dieu, aussi. mon Dieu, oui, je souris, oui, je suis obligée de sourire sur cette question, sur cette réponse, je suis obligée. Parce que du coup, tu te sens rapidement un peu moins seule, bizarrement. Mais oui, je comprends, puisque pour les éditeurs qui ne comprennent pas, quand on a un invité, généralement, il y a une cross-promotion qui est faite, ce qui veut dire que vous mettez en avant votre podcast et normalement, la personne qui a été invitée le fait également. Mais il faut savoir que ce n'est pas une norme, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose ni d'obligatoire et la personne le fait que si elle le souhaite. Chose qui peut ne pas arriver, donc je comprends cette fameuse frustration de te dire, ben, ça m'a demandé tellement de temps, tellement d'énergie, j'y ai tout mis. Encore une fois, hein, rappelez-vous de toutes les étapes que je vous ai citées juste avant, et d'arriver à cette fameuse communication où on sait à quel point c'est important pour le podcast et de se dire bah, la personne ne partage pas ou peu ou rien, parce que ça arrive aussi que la personne ne partage rien. C'est un peu frustrant, effectivement. T'es Effectivement. mignonne quand tu dis que c'est un peu frustrant. Je Non, pondère non, même, ouais, ouais. C'est ça. je pondère l'énergie. Tu t'en perds. Mais non, non, alors moi, c'est jamais arrivé que la personne ne partage rien du tout. Mais le moins de partage, ça a été juste un partage en story. Mhm. Et ça, c'est vrai que globalement, on a quand même un peu les boules, quoi, si on dit un peu franchement, parce que tout ce travail, finalement, voilà, c'est très frustrant parce qu'on se dit, mais mince, en fait, au-delà du fait que le fait d'avoir des invités comme ça, que tu choisis, tu les choisis parce que par rapport à ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils vont Mhm. apporter, mais aussi par la communauté qu'ils vont pouvoir apporter hein, à ton audience, à toi. C'est clairement ça. Moi, je fais le choix d'avoir un peu des stars, entre guillemets, et puis des personnes un peu moins connues parce que je sais que ça va être intéressant, etc. Donc, c'est un mix de tout ça et c'est ça qui fait Mhm. enfin, voilà, le sel un peu de tout ça, c'est ce mix d'invités. Mais c'est sûr que au-delà de cet aspect un peu stratégique, entre guillemets, pour l'animateur du podcast, moi, je suis convaincue aussi que c'est une occasion unique pour l'invité de partager avec sa communauté sa manière de voir les choses sur tout un tas de sujets, sur un temps long, qui n'est quand même, enfin, qui est peu fréquent. Et Complètement. donc, ce qui est le plus fréquent et déjà assez difficile à avoir, c'est un portrait dans un magazine ou ce genre de choses, mais c'est très éphémère. Parce que le Mhm. magazine, oui, peut-être qu'il a été vendu un mois en kiosque et peut-être qu'il va être lu par quelqu'un d'autre que la personne qui l'a acheté, mais finalement, assez vite, ça va partir aux oubliettes quelque part. Alors que le podcast, il est là pendant toute la vie du podcast. Complètement. Tant qu'on paye l'hébergement, l'épisode est là. Donc, moi, les épisodes d'il y a 5 ans, ils sont encore écoutés toutes les semaines. Mhm. Donc, c'est clair que c'est très. On se sent un peu dépité, quoi, quand la personne, elle a juste partagé une story. Mhm. On dit, ouais, ok. Ouais, Bon, après, c'est la vie, il faut arriver à s'en détacher, mais c'est ultra dur. C'est complètement. Moi, je pars du ultra dur. principe maintenant que je préfère me dire maintenant que effectivement, j'ai accueilli la personne au sein de mon podcast et si la communication est moindre, je pars du principe que désormais, je n'attends plus rien de la personne. C'est-à-dire que je me mets toujours dans ce... Moi, je ne le ferai pas parce que quand je suis invitée dans un podcast, je fais en sorte de faire des reels, de faire des stories, etc. Parce que je sais à quel point ça peut demander du temps et je sais à quel point, pour moi aussi, ça peut être bénéfique, tu vois, de pouvoir prendre la parole sur des sujets que j'aborde très peu ou presque jamais parce que je suis très nichée sur la But First Academy. Et du coup, quand on me donne la parole sur d'autres sujets, ben, ça permet aussi de créer un lien avec Marine, fondatrice de la But First Academy, qui est une personne à part entière, avec une personnalité à part entière. Et c'est vrai que désormais, depuis que je me mets dans ce truc de j'en attends plus rien de personne, tu partages si tu veux et tu fais la communication que tu veux,
c'est vrai que ça m'a enlevé un peu une charge mentale de me dire, ouais, ok. Parce qu'il arrive un moment où il faut comprendre ça. On passe tous par cette frustration de création de contenu où on se dit, ça nous demande tellement de temps, tellement d'énergie. Et au final, on fait ça pour justement gagner aussi en visibilité. Et la personne ne le fait pas. Et tu arrives à un certain moment, une fois, deux fois, 10 fois, tu te dis, mais en fait, du coup, pourquoi je le fais? Mm. Et c'est là où pourquoi je le fais est très vicieux parce qu'il y a deux chemins possibles. Soit tu arrêtes tout et tu te dis, bah, c'est pas grave, tu sais quoi, j'ai commencé pour l'humain, mais bon, ça sert à rien. Soit Mm. tu te dis, bah, en final, j'adore ça, donc je vais continuer à le faire tel quel et la personne fait ce qu'elle veut. Et moi, j'ai choisi du coup la deuxième option de me dire, la personne fait ce qu'elle veut. Est-ce qu'il y a, au-delà du coup de cette fameuse cross-promotion qui est possible à mettre en place, est-ce que tu as parié sur du Pinterest, sur du blog, sur du référencement Google, sur du YouTube? Est-ce que tu as essayé Ouais. de diversifier les plateformes? Alors oui, YouTube, oui, mais je vois bien que moi, j'ai pas de format vidéo, donc je génère une vidéo à partir de l'audio avec une petite onde sonore, ce qui n'a franchement pas un gros intérêt. Oui. Mais c'est uniquement pour les personnes qui sont très consommateurs de YouTube et voilà, et enfin, c'est comme ça. Donc Mhm. c'est pas gênant. Mais je fais pas beaucoup d'efforts sur YouTube, ça c'est certain. D'ailleurs, j'ai toujours un peu de décalage dans la publication de mes épisodes sur YouTube parce qu'il faut générer la vidéo, etc. Pinterest, non, parce que clairement, j'avais pas le temps et aujourd'hui, je l'ai pas plus. Et donc, en fait, aujourd'hui, je suis plutôt dans une logique où là, pour tout dire, j'ai un peu hâte que ma saison se termine. Ok. Alors que je n'ai jamais fonctionné par saison, Mhm. parce que du coup, quand je publiais de temps en temps et quand je pouvais, Ok. ben, j'en publiais aussi l'été. Mhm. Donc, j'avais vraiment pas du tout ce système de saison qui se finit en juin, qui reprend en septembre, etc. Je comprenais pas le principe. Et là, maintenant, d'avoir un épisode par semaine, j'ai en fait qu'une hâte, c'est de ne plus les faire. Parce que ça me pèse trop pour l'instant. Et Mhm. donc, comme toi, je me dis, ouais, mais en fait, ça va trop me manquer quand même. Donc, quelque part, je me dis, je suis contente de penser à mon planning de septembre et pour les mois d'après, et d'avoir à nouveau le feu sacré. Mhm. Donc, je sais que ça va revenir et je sais que j'adore ces moments-là. Quand je sors d'un échange, que ce soit un podcast ou un coaching, un individuel, etc., je me sens vachement énergisée, en fait. Donc, j'adore ça. Mhm. Donc, au-delà du côté non rémunérateur, je sais que je vais continuer. Mais c'est vrai que c'est pas à tout prix et je sens que là, pour une fois, ouais, j'ai vraiment besoin de l'été pour. Ouais, Mais en termes de communication, parce que donc j'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, je me suis fait des nœuds au cerveau vraiment sur le sujet. Et finalement, moi, le bon format de communication, je trouve qui est le plus efficace, c'est Instagram. Mais bon, ça, depuis le début, je mise tout sur Instagram quelque part. Alors, le référencement naturel aussi, parce que j'ai eu assez vite un site internet où je mets mes intros à l'écrit dessus. Je fais des liens vers les invités. Je fais ça de manière propre pour les sponsors aussi, parce que, bah, encore une fois, je viens de là. Moi, le marketing digital, c'est toute ma vie, enfin toute ma vie professionnelle. Mhm. Donc, je connais ça sur le bout des doigts. J'ai jamais fait de post sponsor sur Instagram, sur Meta. Mhm. C'est pas l'envie qui m'en a manqué, c'est plutôt l'aspect technique. Mhm. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, Meta, c'est l'enfer sur Terre, s'il y avait Oui. Et donc, Ouais. Meta qui est au-dessus de Google, de Facebook et d'Instagram. Euh, sur la plateforme publicitaire, il y a un espèce de micmac parce que j'étais Mélanie Sénat et puis Femin et puis machin. Bon, bref. Et en fait, ça me bloque complètement l'accès au compte publicitaire. Bref. Et en même temps, donc je suis plutôt satisfaite de n'avoir aujourd'hui compté que sur de l'organique, donc de ne pas payer pour cette croissance. Et en même temps, cette croissance, elle est forcément limitée. Elle est vraiment, encore une fois, comme tout à l'heure je disais, c'est un auditeur par un auditeur. Bah, Mhm. sur Instagram, c'est vraiment un abonné par un abonné. Et Ok. donc là, j'ai péniblement 10 200 abonnés. Donc, tu vois, j'ai vraiment l'impression quand même d'avoir sorti les rames Mhm. souvent. Et donc, le seul truc qui aujourd'hui fonctionne, je trouve, c'est la publication en collaboration, Mhm. mais pas sur mon visuel d'épisode, parce que ça, j'ai essayé, ça ne marche pas.
Ok. Parce que ce que je peux comprendre aussi, c'est que c'est pas leur univers graphique. Et il Mhm. y a beaucoup de créatrices et de créateurs ou de marques qui font très attention à leur feed. C'est vrai. Donc, si ça correspond pas à leur charte, eh ben, tu passes pas. Et c'est normal, je le comprends. Donc, voilà, pareil, nos cerveaux. Ah bah tiens, donc j'ai commencé ça. C'est avec, bon, bref, moi, je me souviens avec quelle créatrice c'était. C'était dans les épisodes 110 ou 100 quelque chose. Donc c'est quand même assez récent. Euh, j'ai fait une vidéo, enfin, je leur ai demandé de faire une vidéo face cam Mhm. pour faire un teasing de l'épisode. Ok. Soit je leur pose des questions, donc je leur envoie 3 questions, soit elles font ça de manière un peu freestyle. Salut, je m'appelle Déborah, je suis créatrice de patrons de crochet. Donc ça, c'est ma première invitée qui l'a fait. Euh, moi, je fais tout le montage, donc elles n'ont entre guillemets que la vidéo face cam à faire. Ok. Et ensuite, moi, je fais le montage. Avec toujours voilà, industrialisé entre gros guillemets parce que ça demande quand même toujours du temps. C'est ça un peu qui est Mm. quelque part énervant, c'est que ça te reprend du temps pour assurer la promotion. Ce qui est logique, hein, mais bon. Et donc voilà, j'ai une vidéo qu'on partage, qu'on publie en collaboration. Et c'est ça en fait qui fait qu'il y a des vues sur Instagram, mais c'est pas une fin en soi parce que c'est pas pour autant si par exemple là j'ai une des vidéos, donc un réel en collaboration qui a dû être vu 50 000 fois, l'épisode n'a pas été écouté 50 000 fois. Ouais. Il a été écouté peut-être 4 000. Mhm. Parce qu'il y a tout un tas de personnes qui de toute façon ne sont pas adeptes de podcast et qui ne vont Vraiment. pas ou qui ne sont pas complètement fans de la personne et n'ont pas envie d'aller passer 1 heure à l'écouter, hein, ce qui C'est est vrai normal. qu'il faut aussi prendre de la distance avec les chiffres parce que tu le dis très bien. Il y a des gens qui sont, je dirais, qui sont consommateurs de la But First Academy, qui aiment le contenu qui est publié sur les réseaux, etc., qui sont des élèves de la But First Academy, donc qui sont des clientes de la BFA, qui n'écoutent pas le podcast tout simplement parce que ce n'est pas un format qui leur plaît, c'est pas un format qui fait partie de leur quotidien. Et je l'entends complètement. C'est vrai qu'au début, euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'intégrer aussi. Tu vois, c'était un format qui me plaisait, mais je n'avais jamais ce réflexe de me dire, ah, je vais aller écouter un podcast. C'était plus, ah, je vais aller regarder une vidéo YouTube. Et petit à petit, c'est là où tu commences à t'attacher aux gens et tu rentres dans leur vie. Et du coup, tu as envie d'aller écouter quand tu vas faire de la cuisine, etc. Mais avant de créer cette habitude, ça prend et ça demande un certain temps, en sachant qu'il y a des gens qui, pour le coup, n'aiment pas ça. Euh, Ah oui, c'est clair. Toi, du coup, tu as tout condensé, tout ce qu'on a évoqué, toutes les thématiques que l'on a parlé au sein de cet échange, tu les as du coup condensées dans un livre de comment est-ce que créer son podcast, etc. Déjà, comment t'es venue l'idée et comment tu as construit ce livre? Est-ce que c'était un but précis? Est-ce que c'était parce que ça te faisait trop kiffer et tu t'es dit, bah, je vais me lancer absolument? Euh, Comment tu as construit tout ça? Parce que c'est vrai que imaginer un livre, le concevoir, le réfléchir, le penser. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, du coup, vous pouvez aller voir la vidéo, ou même de toute façon, je vous mettrai les liens juste en dessous de cet épisode de podcast, puisque du coup, Mélanie, elle est chercher son livre. Est-ce Bien que sûr, tu parce que j'ai peux... pas du tout anticipé. Non, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, c'est un échange. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce deuxième Oui, livre, du coup, que tu as produit, ouais, édité, et pour qui c'est fait? oui. Alors, ce livre, j'avais pas du tout l'intention de l'écrire. En fait, c'est mon éditrice Anne Kaliki, donc avec laquelle j'avais déjà travaillé sur le premier livre. Donc là, c'est pareil, c'est elle qui était venue me chercher à l'époque pour Créa Passion. Ok. Donc un label d'édition vraiment loisir créatif, Créa Passion, qui est venu me chercher en avril 2022, le 8, je m'en souviens, ou le 12, je sais plus, et qui est venu me chercher, qui m'a contacté pour me dire, voilà, on a un projet éditorial, etc. Et donc moi, je ne rêvais que d'une chose, c'était d'écrire un bouquin, parce que j'adore lire et j'adore les bouquins de loisirs créatifs, c'était parfait pour moi. Mhm. Et j'aime beaucoup écrire aussi. Voilà. D'où le blog il y a Mhm. longtemps, etc. Et donc là, c'est Anne aussi qui m'a proposé ce projet-là en avril également 2023. Et donc c'est pareil, tout de suite j'ai dit oui.
Et tu vois, là, cet été, j'en ai pas à écrire. Et ben, je suis pas contente. Parce qu'en fait, alors, c'est beaucoup de travail et c'est pas du tout rémunérateur, hein. Qu'on se le dise, un livre, économiquement, ça n'a aucun sens pour l'auteur. Et je vais nuancer un petit peu mes propos. C'est en fait très peu rémunérateur pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la chaîne du livre. Voilà. Donc, c'est pas les éditeurs s'en mettent plein les fouilles et l'auteur ne gagne rien. C'est globalement l'économie du livre, c'est compliqué. Je ferme la parenthèse. Donc là, c'est sous la marque Les Détonnantes, qui est un nouveau label d'édition de la maison d'édition. Et donc voilà, c'est Anne qui m'a proposé le projet. Et donc comment ça se déroule? Et ben, en fait, au départ, l'auteur, alors enfin, je vais parler pour moi. Bien sûr. J'ai travaillé sur un chemin de fer, donc qui est globalement le sommaire, enfin tout le livre à plat où on va détailler vraiment tout ce qu'on veut mettre dans le livre. Tant sur le premier livre, mon entreprise créative, j'avais eu dans l'idée, avant le livre, de faire une formation. Donc j'avais déjà bien balayé le sujet et j'avais quasiment le chemin de fer fait quoi, au tout début de nos échanges. Donc là, pour la création de ce livre-là, l'écriture de ce livre-là, bah, je suis partie de zéro, entre guillemets. Par contre, bah, j'ai fait comme si enfin, c'est le livre que les auteurs disent souvent un peu ça. C'est le livre que j'aurais aimé lire en fait au départ, moi je m'y suis lancée dans ce monde du podcast et qu'il y avait encore une fois pas de livre, pas de formation. Il y avait très peu de contenu et je me souviens avec le studio dont je parlais au départ qui m'avait un peu, enfin avec lequel on avait coproduit un podcast, je me souviens d'échanges WhatsApp l'été 2019 et puis je dis mais comment je vais faire pour enregistrer parce que quand on avait coproduit ce podcast, notre expert, c'était sur la langue française, notre expert, il était allé dans le studio faire ses enregistrements sur place, etc. Et moi, il était hors de question que je me déplace parce que économiquement, ça n'avait aucun sens, etc. Moi, j'habite à Grenoble et en fait, mes invités, elles sont partout en France et j'en ai même eu à l'étranger. Donc, je voulais pouvoir enregistrer à distance. Et donc, c'était comment j'allais faire. Et en 2019, rappelez-vous, on ne faisait pas des visios comme ça toutes les 3 secondes, etc. C'était pas du tout pareil. Et voilà, les plateformes d'enregistrement commençaient à exister. Je pense à StreamYard, Encaster, etc., qui sont vraiment des plateformes qui sont dédiées à ça. Voilà, mais c'était les tout débuts. Donc, mon livre, je l'ai découpé en 6 parties, 6 chapitres. La première partie, votre objectif et vos ambitions. Parce que vraiment pour moi, c'est le point de départ. C'est en fait pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as envie de créer ce podcast? Donc, c'est quel contenu, quelle cible, quel nom, quel visuel, etc. Et puis avec quelles ressources? Parce que, encore une fois, hein, quand on n'a pas de budget, il faut avoir du temps. Quand on a du budget, bah, c'est parfait. Mais sinon, voilà. C'est vrai. Ensuite, on décrypte un petit peu le monde du podcast, enfin même beaucoup. Tout le vocabulaire, le marché du podcast, les métiers. Les podcasts natifs versus ce podcast de replay. Voilà, j'explique tout ça. En 3, le contenu, donc les différents formats, avec un zoom sur le mode de conversation, le podcast de marque aussi, la structure d'épisode, les fréquences de diffusion, la durée des épisodes, tout ça. Rediffusion, les extraits, les bonus. En 4, la technique. Là, c'est vraiment dans l'idée de montrer que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a plus vraiment de frein technique en fait. Complètement. Donc, il y a des compétences à acquérir, mais honnêtement, c'est largement faisable. Donc, c'est toute la phase d'enregistrement, de montage, d'hébergement, de diffusion et de mesure, toute la partie stat. Ouais. Et puis, l'avant-dernière partie, la communication. Bah là, je cite tous les éléments qui peuvent, enfin, qu'on va devoir gérer en fait pour assurer la com du podcast. Donc, c'est dans la vraie vie, donc c'est-à-dire de parler à tout le monde, même à ta boulangère, de dire que tu fais un podcast et que machin, tu vois. Moi, j'ai toujours mon petit flyer avec moi que je donne, etc. Donc, c'est avec son site web, sa newsletter, sur les réseaux sociaux, auprès de la presse, etc. Et puis, la dernière partie, le développement et la monétisation, où donc là, je développe tout ce qui est financement par les auditeurs et financement par les marques. Comment est-ce que ça vaut le coup et comment justement on va arriver à se faire financer. Et quand je dis par les auditeurs, donc je parlais tout à l'heure des dons, mais par exemple aujourd'hui, moi je commence à être convaincue que les dons, bah, ça ne changera pas grand-chose. Je vais avoir à peu près
J'ai pas regardé sur un an glissant ce que ça donne, mais bon an, mal an, tu vois, à peu près 1 000 € par an, ce qui donc ne peut pas financer même 2 épisodes par mois, Ouais. vu le temps qu'on y passe. Mais qu'en fait, c'est l'accompagnement que je commence à proposer à côté à une partie de ma cible, qui est les entrepreneurs créatifs en devenir ou ceux qui sont déjà à leur compte, qui sont déjà installés. C'est ceux-là que je vais pouvoir accompagner et leur proposer une offre particulière. Ok. Donc moi, bon, donc il y a mon livre, mon entreprise créative que je vends en direct. Il y a un cahier de réflexion que j'ai mis en Ouais. place. Il y a des ateliers individuels ou en petits groupes. Et puis il y a un programme audio de formation que je suis en train de finaliser. Voilà. Incroyable. Et c'est comme ça finalement qu'on peut arriver à Mhm. gagner de l'argent. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de podcasteurs pour lesquels c'est pas un sujet, parce qu'en Mhm. fait, ils savent qu'ils vont, leur chemin a été différent. Ils Mhm. sont venus au podcast parce que c'est finalement un support pour faire passer des messages, porter la voix de quelque chose, etc. En ayant déjà cette idée de que ça soit un soutien commercial pour une offre. Ouais, je vois ce que tu veux Moi, dire. c'était pas mon cas, j'avais rien à vendre au départ. Et pendant Ouais. très longtemps, je n'ai rien eu à vendre. Et mine de rien, c'est quand même très complet par rapport à tout ce que maintenant tu proposes. Tu as réussi aussi à intégrer le livre à ton tunnel de vente, tout simplement, et à toute cette structure commerciale que tu vas avoir pour être présente toujours au bon endroit, au bon moment, pour la bonne personne. De toute façon, je vous mettrai bien entendu le lien du livre juste en dessous de cet épisode si vous souhaitez aller le voir. Pour conclure cet échange, Mélanie, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a peur de se lancer au niveau du podcast. C'est vrai que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et beaucoup de gens dans ma communauté qui ont envie de lancer un podcast, qui ont déjà des idées, qui ont déjà des thématiques sur lesquelles ils veulent se lancer, mais il y a une certaine peur, une certaine réticence que ça marche pas ou que ça marche ou de prendre la parole tout simplement. Et de prendre aussi sa place, mine de rien, parce que c'est quand même un peu Ouais, prendre sa place. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens? ouais. Alors, je fais une toute petite parenthèse quand tu dis que l'offre que j'ai construite, ça fait sens et tout ça, mais ça fait 15 jours finalement que j'ai réussi à sortir ça. Ouais, ouais. Donc, tu vois, c'est juste pour remettre un peu en Mm. contexte. Ça fait 15 jours, 3 semaines que c'était clair dans ma tête et que du coup, je l'ai mis en place. Ça fait des Ouais, mois que j'y pense. ouais. Voilà. C'est très Et bien de donc, le préciser. Très bien de le préciser pour pas que les gens se disent, ah ben au final ça sort d'un chapeau. Parfois il faut beaucoup beaucoup de mois de réflexion pour trouver la solution et se dire Ouais, comment est-ce qu'on va caser ça là, comment est-ce qu'on va mettre ça là. Ça peut être un vrai, une vraie bataille hein, entre soi et ah soi-même, ouais, une ouais, page blanche. Donc tu as très bien fait de le dire. ouais, c'est clair. Et c'est un long cheminement, ouais. Tout est dans un long cheminement au final. On est d'accord. Et donc, pour répondre à ta question, ce que je dirais aux personnes qui hésitent à se lancer, clairement, il faut que ce soit une passion. Mm. Il y a pas à tortiller, parce qu'en fait, si c'est une contrainte, eh ben, c'est comme tous les gens qui veulent justement créer du contenu sur Instagram pour se rendre visible, etc. C'est tellement dur Mm. Ouais. que, en fait, si tout vous coûte, franchement, allez faire autre chose, quoi. Ouais. Et sans, c'est pas méchant hein, ce que je dis, c'est simplement, enfin, je veux dire, la vie est courte, il y a plein d'occasions, il y a plein de choses hyper intéressantes à faire dans la vie. Si ça vous coûte trop, ne le faites pas, parce que ça va vous demander quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, un petit peu d'argent. C'est vraiment moi l'argent, tu vois, la sortie d'argent, le budget que j'ai consacré au podcast ces dernières années, enfin depuis le début, c'est vraiment minime. Parce Mhm. que c'est un choix aussi, Ouais. je suis plutôt économe, je suis plutôt dans une gestion frugale des choses. Donc l'argent, pour moi, c'est pas du tout un frein, comme la partie technique, comme on l'expliquait. Mhm. Pour moi, le vrai frein, c'est nous-mêmes, c'est comme tu disais, c'est se battre aussi un peu contre soi, Ouais. c'est la motivation et surtout s'écouter. Mm. Euh, Moi, j'ai passé donc des samedis soirs entiers, des fois à m'endormir sur le montage où je dis, oh là, non, va te coucher là, faut arrêter, il est 23h30, c'est bon, t'as donné, c'est pas grave. Donc ça demande tellement d'énergie qu'en fait, il faut juste que tu y crois et que tu sois passionné parce que sinon ça va te coûter trop.
Je suis bien trop contente de terminer cet échange sur cette note-là parce que c'est quelque chose que j'aime dire au sein de la But First Academy. Si vous n'aimez pas la création de contenu, si vous êtes dans une phase où vous êtes frustré, une phase où ça vous gonfle et vous avez le droit de le dire, arrêtez, prenez une pause, prenez de la distance parce que ça va vous demander 2 fois plus d'énergie, parce que vous allez y prendre beaucoup moins de plaisir Mm. et parce que vous allez juste vous tirer une balle dans le pied à perdre votre temps. Parce que, encore une fois, avec Mélanie, si là on enregistre cet épisode de podcast alors qu'on n'a pas envie d'être là, je peux vous assurer que vous, en l'écoutant, vous allez le ressentir. Donc, C'est vrai. autant faire les choses à 1000%. Et encore une fois, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, ne vous sentez pas obligé de le faire. De toute façon, je vais vous mettre juste en dessous de cet épisode de podcast le lien vers le livre de Mélanie. Bien entendu, le lien vers son podcast pour que vous puissiez aller découvrir aussi son univers, comprendre les bilans, comprendre les interviews, découvrir un peu l'univers de beaucoup de monde qui gravite autour de Mélanie. Merci à toi pour ta transparence et pour cet échange que j'ai vraiment adoré faire. Euh, Pouvoir ouvrir comme ça un peu la boîte de Pandore sur le podcast, c'est rare. C'est rare d'avoir autant de transparence sur les approches stratégiques et sur comment réellement tu as mis en place tout ça. Donc vraiment un grand merci à toi pour avoir pris ce temps-là et pour ce partage. Et moi, je te dis à très bientôt. Eh ben, plaisir partagé, c'était vraiment chouette, un chouette moment. C'est jamais évident de parler de soi aussi longtemps. Mais non, non, plaisir partagé. Merci beaucoup pour ton invitation.